Madame Delphine Labbé, qui termine actuellement son doctorat en psychologie communautaire. Vous allez devoir m'expliquer plus en détail ce à quoi ça consiste. Elle représente aujourd'hui le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation de l'UQAM. Alors, je n'ai pas mentionné votre âge. On ne commet pas deux fois la même erreur. Je vous laisse aller. Merci. Juste préciser, le Centre de recherche interdisciplinaire, c'est en réadaptation du Montréal métropolitain et c'est un centre de recherche qui regroupe les 6 centres de réadaptation physique du Grand Montréal. Donc, juste pour faire une précision, et je suis de l'UQAM pour mon doctorat en psychologie communautaire. Je vous expliquerai après la présentation. Donc, aujourd'hui, je viens vous parler d'un projet de recherche, d'un projet exploratoire qui a été conduit par moi-même et sous la direction, en fait, de Claudine Auger, qui est la chercheure principale pour le projet, et avec d'autres partenaires chercheurs et des gens impliqués au Centre de réadaptation Lucie Bruno. Ce projet-là fait partie d'un plus gros projet qu'on a en ce moment au CRIR, qui est le laboratoire vivant de réadaptation au centre commercial, qui est un projet que l'on fait au centre commercial Alexis-Nihon, qui a accepté, qui est dans le centre-ville de Montréal, si vous y allez, c'est au métro Atwater, et qui a accepté d'ouvrir ses portes à nos chercheurs pour tester dans le milieu de la vie réelle, soit des activités de réadaptation, faire des évaluations de l'environnement physique. C'est un centre commercial qui avait besoin de rénovation, qui était un centre qui datait des années 70. Puis avant de faire ces rénovations, ils nous ont contactés et on a fait des évaluations, par exemple, du bruit, des problèmes de signalisation, de différentes choses. Et nos chercheurs ont fait des recommandations qui ont été intégrées dans les rénovations. Si aujourd'hui vous allez à Alexis-Nihon, c'est pas du tout le même centre d'achat qu'il y a 3 ans quand on a commencé le projet du laboratoire vivant. Donc, pour revenir à ma présentation, donc je vous parle d'un des projets où on a testé des applications mobiles pour identifier les facilitateurs et les barrières environnementaux. On a fait une analyse du contenu et de la convivialité de ces applications-là pour les personnes avec des limitations cognitives et des limitations au niveau de la communication. Donc, en ce moment, on sait qu'il y a de plus en plus de technologies qui sont disponibles pour planifier les déplacements des personnes qui vivent avec une incapacité, que ce soit dans leur propre ville ou à l'étranger. Monsieur Vitali, ce matin, nous a parlé d'ailleurs d'une application de Village for All. Et donc, dans ces technologies-là, il y a des applications mobiles qui sont disponibles et certaines peuvent servir à évaluer l'accessibilité de l'environnement. Ce que nous, on a appelé identifier les facilitateurs et les barrières de l'environnement. Ici, je veux préciser qu'on parle de l'environnement physique, mais aussi de l'environnement social. Et à ce jour, il n'y avait aucune étude qui avait évalué ces applications-là dans le contexte des activités au centre commercial. Bon, le centre commercial a été choisi étant donné le laboratoire vivant, mais aussi parce que c'est un endroit où les gens font plus que faire du magasinage. Il y a des gens qui vont au centre commercial pour socialiser, pour se divertir, pour se promener. Il y a des personnes avec incapacité qui trouvent que l'hiver ici au Québec, c'est beaucoup plus simple d'aller au centre commercial que d'aller se promener dans les rues enneigées. Donc, le but de notre projet et de la présentation, c'est d'analyser le contenu et la convivialité des applications mobiles existantes pour les activités au centre commercial et, comme je vous ai mentionné, pour les personnes à mobilité réduite et avec une atteinte de la communication ou de la cognition. Et le but ultime était d'identifier les caractéristiques clés d'une application idéale. Donc, la méthodologie qui a été utilisée pour l'étude exploratoire, c'est basée sur une approche itérative d'évaluation des technologies de l'information qui est centrée sur les utilisateurs. Donc, tout d'abord, on définit les besoins des usagers. Ici, on a défini qu'est-ce qu'on devrait retrouver dans une app pour pouvoir les évaluer. Ensuite, concevoir et tester de façon itérative. Nous, on n'a pas conçu l'app, donc on les a seulement testés. Et redéfinir ensuite les tâches à réaliser. Cette troisième étape-là est en cours actuellement. Je vais vous présenter seulement les premières et deuxième étapes. Donc,
Pour définir les besoins, ce qu'on a fait, en fait, c'est une stagiaire en recherche en ergothérapie qui a fait une recension dans iTunes, dans le App Store de iTunes et dans Google Play sur toutes les applications mobiles en cherchant avec les mots-clés Access, Disable, Handicap, Shopping. Et ça a donné 24 résultats qui semblaient pertinents, qui touchaient soit la participation dans les lieux publics ou les barrières, les facilitateurs à l'environnement. Il y a 19 applications qui ont été éliminées de ces 24 pour différentes raisons. La raison principale était la plupart n'étaient pas des applications mobiles. C'était des liens avec des sites Internet. Nous, on voulait vraiment une application qu'on pouvait utiliser directement. Et par exemple aussi, il y en a qui évaluaient un seul lieu, par exemple juste les salles de bain. Et nous, on voulait pouvoir évaluer l'environnement du centre commercial au complet. Donc, il y a 5 applications pertinentes et répondant à nos critères d'inclusion et d'exclusion qui ont été retenues. Ces applications-là ont été évaluées par notre équipe de recherche, qui était composée d'experts en accessibilité, d'experts sur les personnes qui ont des limitations cognitives, limitations au niveau de la communication. Et avec cette évaluation-là, avec 27 critères, il y a 3 apps qui ont été éliminées. Et nous avons finalement retenu 2 apps. Là, je vois que celle de droite, on voit vraiment pas bien le dessin. C'est Able Road et J'accède, qui sont les 2 apps qu'on a retenues. Able Road, je vais vous en parler rapidement, j'ai un petit peu plus de temps, donc je peux vous les présenter. Donc, Able Road, c'est une application américaine, donc qui est disponible en anglais, qui est intégrée à un guide d'évaluation qui est reconnu sur Internet, qui est Yelp, donc qui est déjà un peu comme un genre de TripAdvisor, mais pour les commerces, les restaurants. C'est une application qui permet de visionner des informations, mais aussi de remplir des fiches sur des commerces visités. Et elle inclut aussi l'identification des aides techniques présentes dans l'environnement. Elle offre 3 modes de recherche différents par géolocalisation, donc vous pouvez lui dire près de moi quels sont les commerces et quelle est leur accessibilité, ou taper le nom de l'endroit que vous recherchez. Vous pouvez avoir aussi un affichage soit par liste des commerces ou par carte géographique. Et il y a différents critères d'évaluation, en fait, il y en a 48, auxquels les gens qui évaluent donnent une note sur un système de cotation en étoiles, de 0 à 5. Donc, en gros, c'est ça. Puis, J'accède, c'est une application française, J'accède mobile, en fait, qui est liée à un site web français qui est J'accède, qui est une organisation qui fait la promotion de l'accessibilité universelle auprès des commerces. Et donc, c'est pour les encourager à rendre leur commerce plus accessible. J'accède à plusieurs types de façons de coter l'environnement, les barrières facilitateurs de l'environnement. Il y a une note sur 0 à 10. Il y a des questions où on répond par oui ou par non. Des fois, on a une liste de critères. Il faut définir les critères. Mais c'est surtout axé sur les facilitateurs. Donc, on ne peut pas mettre de barrières dans J'accède. On peut seulement nommer les éléments positifs. Donc, si vous êtes intéressé, elles sont disponibles là, sur iTunes gratuitement ou sur Google Play. Donc, après avoir choisi ces 2 applications-là, Able Road et J'accède, on est allé tester ces 2 applications-là, tout d'abord avec un expert. À Alexis-Nihon, on a choisi 12 commerces qui ont été testés par notre expert en accessibilité universelle d'Altergo, qui est une association à Montréal qui est spécialisée sur l'accessibilité pour les loisirs pour les personnes handicapées. Et nos stagiaires de recherche sont allés avec cet expert-là. On a 12 commerces pour couvrir les différents types de commerces à Alexis-Nihon, mais par exemple, il y avait une épicerie à grand format, un supermarché à grand format, magasin de souliers, magasin d'électronique, magasin de sport. Et pendant ce test-là, il y a un journal de bord qui a été noté de toutes les caractéristiques qui étaient plus ou moins appréciées par l'expert en accessibilité. Et ensuite, on a testé avec des usagers. Donc, on avait une étude exploratoire, donc on avait 5 participants qui étaient âgés entre 20 et 55 ans, 2 femmes, 3 hommes, avec différents diagnostics. Ils avaient tous, comme j'ai mentionné, des problèmes de mobilité. La plupart se déplaçaient en fauteuil roulant, soit manuel ou motorisé, et avaient certaines limitations cognitives ou fonctionnelles, ou communicationnelles, pardon. Et pour l'évaluation des commerces, en fait, la session de magasinage, c'était une pré-visite où on leur demandait de nous parler de leur expérience de magasinage tout d'abord, sans application mobile, juste les obstacles facilitateurs rencontrés de façon générale. Ensuite, on allait visiter des commerces. Les participants choisissaient 3 à 4 commerces qu'ils avaient envie de visiter dans la liste des 12 qui avaient été évalués.
Et ensuite, on faisait une entrevue post-visite pour qu'il nous parle de comment ça s'était passé avec avec les applications. Et j'ai oublié de mentionner, en fait, pendant la visite, à chaque fois, avant un commerce, on demandait aux gens de regarder l'app, de nous parler de ce qu'ils s'attendaient à trouver dans le commerce. Ensuite, on faisait la visite, ils devaient faire une activité, acheter quelque chose, demander un service. Puis quand on ressortait, après, on leur demandait, puis comment ça a été, est-ce que ça représentait la réalité, est-ce que l'app vous a aidé, etc. Donc, ensuite, on a fait une analyse thématique du contenu de l'expert. Donc, ça, c'était les journaux de bord. On a évalué et aussi ce que l'équipe de recherche avait mentionné quand ils ont évalué les applications mobiles. Et ensuite, avec les usagers, c'était des entrevues. On les a donc analysées et pour avoir un résultat qui nous a donné environ une trentaine de caractéristiques clés d'une application idéale. Qu'est-ce qu'on devrait retrouver dans une application? Et il y a 10 catégories qui ont été regroupées en contenu et en convivialité que je vais vous présenter maintenant. Donc, si on pense au contenu, une des choses de quand les gens nous ont parlé, c'est la granularité de l'information. Ce qui veut dire ici le contenu, la précision de l'information qu'on retrouve. Les gens nous ont dit, les usagers nous ont mentionné qu'ils voulaient que le contenu soit précis, clair, détaillé, une liste détaillée des barrières et pas juste une note. Donc, les caractéristiques objectives, que ça permette de voir les produits qui étaient disponibles, leur emplacement dans le commerce, les spéciaux, les informations générales. Donc, pas seulement l'accessibilité, mais aussi des informations sur le commerce et qui mettent en évidence les barrières et facilitateurs de la personne. Donc, ça, c'était un peu un rêve de dire, moi, est-ce que je pourrais déterminer, dire, moi, pour moi, ça, c'est une barrière, ça, c'est un facilitateur. Est-ce que je le retrouve dans ce commerce-là? Ensuite, au niveau du contenu aussi, on a parlé de la contextualisation de l'information. Donc, les usagers nous ont dit, ce serait le fun de savoir, OK, ce magasin-là est accessible, mais c'est quoi son niveau d'achalandage? C'est quand, est-ce que c'est très achalandé? Le matin, le jour, le soir, le week-end? Et là, au niveau de la qualité du service offert, est-ce qu'il y a des politiques d'accueil qu'on retrouve dans ce magasin-là, des choses comme ça? La possibilité d'ajouter des commentaires dans les apps a été appréciée, était quelque chose qui devait être présent selon les usagers et les experts. Des critères d'évaluation concrets, encore une fois, au lieu d'être subjectif, une note de 0 à 5, de vraiment dire, bon, il y a présence de cet obstacle-là ou absence. Et la possibilité de télécharger ou d'insérer des photos directement en une seule étape, parce que la plupart des apps ne permettaient pas de le faire en ce moment. Au niveau de la convivialité, donc, les experts, les usagers ont présenté différentes choses. Les experts nous ont dit que l'importance d'avoir la géolocalisation en plus d'autres modes de recherche pour les commerces. D'avoir une recherche qui est basée sur les profils personnalisés, comme je vous ai dit, c'est qu'on puisse d'avance identifier, moi, avec mon handicap ou mon incapacité, ce que je recherche, c'est ce type de facilitateur et ce type d'obstacle, et de pouvoir rechercher les commerces en fonction de ça. Au niveau du système de cotation, on nous a parlé, les experts disaient que ce serait bien d'avoir quelque chose sous forme de cote universellement reconnue, par exemple le système d'étoiles. Les experts nous ont aussi parlé d'une échelle d'évaluation dichotomique, donc de pouvoir mettre oui, non seulement. Et les usagers, eux, nous ont plutôt parlé d'un système de cotation précis, clair, objectif, comme je vous disais, plus avec une liste de barrières ou de facilitateurs. Au niveau de la présentation des résultats, évaluation par une moyenne, pas juste une note d'un usager, mais une moyenne de tous les usagers qui ont mis leur évaluation. Résultats classés par ordre alphabétique ou par type de lieu. Contenu présenté selon un type des capacités, j'ai oublié de préciser, mais Able Road, vous pouvez choisir si vous avez une limitation cognitive, physique ou communicationnelle. Donc, de pouvoir choisir selon son type d'incapacité. Et permettre de localiser un lieu et un itinéraire. Ça, c'était quelque chose qui n'était pas disponible. Les gens disaient, en plus de nous montrer le lieu, ce serait bien de savoir comment s'y rendre. Donc, compatibilité avec la clientèle cible. Ici, c'était l'aspect d'être vraiment disponible en français et en anglais. Au Québec, on parlait français, puis avec Able Road, il y a certains usagers qui ne parlaient pas anglais, qui ont trouvé ça difficile. D'avoir un vocabulaire qui était facile à comprendre. Ça touchait surtout j'accepte, parce que c'était des termes français qui ne s'appliquaient pas nécessairement aux Québécois toujours. Au niveau de l'esthétisme, surtout du contenu et des icônes en grand format pour pouvoir bien appuyer. Au niveau de la facilité d'utilisation, facilité à apprendre, donc qu'elle soit simple de se rappeler les différentes étapes à faire pour arriver à compléter ou à lire une évaluation.
Formulation courte et simple des items, facile à manipuler, ça renvoie aux grands boutons. Nous, on utilisait une tablette, puis il y en a qui trouvaient ça difficile parce que déjà, il fallait la tenir, puis ensuite utiliser les différents boutons. Fiche d'évaluation courte à remplir. Pour le moment, par exemple, Able avec ses 48 critères est assez lourde à remplir et qui offre une prédiction de mots. Donc, si on commence à rentrer un nom qui nous offre différents choix ensuite. Au niveau de la crédibilité, en fait, c'est de savoir qui a complété la fiche. Est-ce que c'est une personne avec incapacité? Par exemple, avec J'accède, c'est des experts en accessibilité universelle qui complètent les fiches. Donc, on peut savoir que c'est des gens qui ont mesuré ou des choses comme ça. La validation aussi par un webmestre, en fait, que chaque fiche a été validée. C'était quelque chose que les experts trouvaient important. Les usagers ne nous en ont pas parlé. Et finalement, au niveau de la connectivité, les experts trouvaient que c'était bien que ce soit lié à un réseau social. Able World était lié à Facebook, donc on pouvait dire, par exemple, j'aime cette évaluation-là ou non. Que ce soit associé à un site Internet comme Yelp, et donc la possibilité de juger, comme je viens de vous mentionner. Finalement, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a des caractéristiques entre les experts et les usagers qui faisaient unanimité. Par exemple, au niveau de la présentation des icônes, le grand format, tout le monde était d'accord avec ça. Le fait que ce soit simple à naviguer, la possibilité d'ajouter des commentaires, c'était un élément qui a été mentionné par tous, et le fait que ce soit disponible en français et en anglais pour le contexte québécois. Où les gens divergeaient, où les usagers et les experts divergeaient. Nous, quand on a choisi les applications dans l'équipe de recherche, on aimait beaucoup le système d'étoiles, alors que les usagers n'ont pas du tout aimé ça. Ils trouvaient ça trop subjectif. Ils voulaient des éléments vraiment plus objectifs comme critères. Au niveau du contenu aussi, les usagers nous ont beaucoup parlé d'aspects concrets. Donnez-nous des informations qui vont me permettre de vivre ma vie tous les jours, quotidiennement, facilement, et pas différents petits détails qui m'intéressent plus ou moins. Au niveau de la convivialité, comme je vous mentionnais, c'est ça, c'est au quotidien, un usage facile, une facilité d'apprentissage. Tandis que pour les gens de l'équipe de recherche et les experts, c'était le fait que ça soit connecté avec Facebook, par exemple, qui était une bonne chose. Donc, on voit que tout le monde n'était pas d'accord par rapport aux caractéristiques clés. Puis donc, les usagers aussi ont proposé des caractéristiques qui n'étaient pas dans les applications testées. Par exemple, le fait de savoir l'assalandage, de voir les produits disponibles. Donc, on voit qu'actuellement, les applications qui sont disponibles, que nous, on a répertoriées, ne répondaient pas à tous les besoins. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des usagers qui ont rapporté que les applications mobiles pouvaient devenir un obstacle si celles-ci évaluaient trop sévèrement les commerces. Il y a quelqu'un qui nous a dit, ben moi, si je m'étais fié à la fiche, je ne serais pas allé dans ce commerce-là, parce qu'il avait été évalué très sévèrement, comme pas du tout accessible, puis finalement, c'était pas si pire que ça. Donc, peut-être s'il y avait eu des photos ou des commentaires, ça aurait été plus simple. Mais je dois vous spécifier que les commentaires, on avait dû les enlever parce que nous, on en avait mis, l'équipe de recherche, mais ça influençait trop les évaluations. Donc, on a voulu laisser enlever nos commentaires. Donc, comme je vous disais, l'étape en cours, on est actuellement à voir ce qu'on va faire avec ces résultats-là. On est en train de penser à créer peut-être une nouvelle application ou améliorer celles qui sont existantes. On va avoir à réfléchir à tout ça. Et pour les pistes futures, à quoi est-ce que ces apps-là pourraient servir? Peut-être que après, on pourrait faire des projets de recherche où on voit l'impact des interventions de sensibilisation, par exemple, auprès des commerçants. Puis, est-ce que leur code d'accessibilité sur les fiches change en fonction de ces différentes interventions de sensibilisation? Merci beaucoup. Donc, si vous êtes intéressé au laboratoire vivant, vous avez le site web ici qui est en ligne. Merci. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Do you have any questions? OK. Bonjour, merci beaucoup pour ces résultats, c'est très intéressant. Je viens de Paris et j'ai moi-même testé l'application J'accède. Et oui, je confirme, on utilise une règle pour mesurer les entrées des magasins. Par contre, une petite précision, oui. Les commerçants qui ne respectent pas, enfin pas qui ne respectent pas, mais qui ne sont pas accessibles, on ne leur fait pas une mauvaise publicité. On leur dit, bon, bah, on ne va pas vous répertorier sur le site de J'accède puisque vous ne répondez pas à l'ensemble des critères d'accessibilité. J'avais une question à vous poser parce que je trouve que ces applications sont très intéressantes et permettent, si on reprend notre sujet sur le tourisme, permettent vraiment à une personne d'avoir une vraie expérience et un peu autonome aussi, hein, pour visiter une ville. Tout à fait. Et
Et par rapport à cette utilité de ces applications, moi je vois des obstacles. Je me dis, est-ce que les gens l'utilisent en amont, avant d'aller visiter une rue, un quartier? Dans ces cas-là, elle peut avoir accès au Wi-Fi depuis son hôtel. Et ou est-ce que les gens sont sur le lieu-dit et vont regarder par un système de géolocalisation où les lieux autour de lui sont accessibles. Dans ces cas-là, c'est très intéressant. Mais il y a une barrière fondamentale quand on est étranger, c'est qu'on est confronté au Wi-Fi gratuit. Et dans ces cas-là, quelle est votre opinion en fait sur en fait, oui, c'est un très bon point. Merci de votre question. En fait, par exemple, nous, si vous alliez à Alex Néon, il y a des zones de Wi-Fi gratuits. Donc, si vous aviez besoin, vous pourriez utiliser les applications. Mais en effet, c'est quelque chose. Puis nous, comme on utilisait la tablette pour les tests, on a même été confrontés à ça parce qu'on n'avait pas le 3G ou le 4G là, qui nous permettait en réseau d'avoir accès aux apps. Il y a des gens qui nous ont dit, dans les 5 personnes qu'on a rencontrées, eux, d'habitude, ils planifient toujours d'avance. Étant donné que c'est déjà compliqué pour tous leurs déplacements, s'ils ont à utiliser ce genre d'application-là, ils vont l'utiliser d'avance, avant de partir de chez eux. Mais c'est vrai qu'après, pour vérifier certaines choses, s'il y a un nouveau, ils oublient qu'ils avaient besoin d'acheter quelque chose en particulier, puis ils disent « Oh, je vais voir si autour de moi, je peux trouver un commerce où je trouverais ça. » Là, on est confronté à ça. Mais la solution... Nous, je sais que dans le projet du Living Lab, il y a des chercheurs qui essaient de développer un truc de GPS intérieur. Donc, qui serait dans des centres d'achat, par exemple, qu'on donnerait, qui seraient installés. Mais bon, il faut avoir un partenariat. Il faut que les commerces ou les centres d'achat soient intéressés à installer ce genre de... Donc, oui, c'est une problématique. On va avoir la possibilité de prendre 2 autres questions. Donc, monsieur... Bonjour, je me présente, Cédric Guilleux. Je suis dans le domaine de l'accessibilité et tout ça. Et je connais plutôt pas tout mal aussi le domaine de tout ce qui est développement d'applications. Une solution qui pourrait être envisagée, qui n'a pas été utilisée jusqu'à présent par rapport à ça, ce serait peut-être toute la partie géolocalisation pour éviter pour se dédouaner, on va dire, de tout l'aspect Wi-Fi, ça serait d'utiliser un peu le système qu'utilise par exemple Maps ou même Google Maps qui a mis en place ce point-là, qui permet de pouvoir télécharger une carte au préalable de la ville en question. Et puis le second point, lorsque les personnes en expert par exemple effectuent des relevés sur site et qui n'ont pas pour autant l'accès à Internet, puisque moi-même j'ai été dans l'association J'accède actif, on a mis en place une bonne opération. Il y avait plus de 200 personnes sur la ville d'Angers participant au recensement des différents commerces. Du coup, quand il n'y avait pas de Wi-Fi, on était obligé de prendre le papier et le crayon à l'ancienne, et après de passer quelques minutes par site pour tout reporter sur le site internet ou avec la tablette. Et par rapport à cela, ce qui pourrait être fait, c'est de reprendre un principe comme Evernote, qui en fait est une application qui permet de pouvoir noter tous les types d'informations hors ligne, et dès l'instant qui récupère automatiquement un réseau Wi-Fi ou une connexion 3G qui permet de transférer les différentes données, et bien tout de suite c'est réactualisé au niveau de la base de données. Ah, merci beaucoup. Voilà. Ouais, Evernote, ouais. Voilà. Merci bien. Merci beaucoup. Votre projet est vraiment très intéressant pour moi, en tout cas. Mais une chose que je remarque, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui... parce que c'est sûr que les sources, c'est invisible, là, notre handicap, tandis que les autres personnes, c'est visible. Donc, on dirait que nous, on n'a pas d'accessibilité parce que nous, dans les centres commerciaux, ça serait avantageux pour eux de nous donner l'accessibilité aussi comme personnes sourdes. Comme nous sommes une minorité, puis c'est pas visible. Dans le monde, la situation avec les personnes sourdes, c'est ça. C'est qu'on peut pas voir on a souvent des barrières
parce que notre handicap est invisible. Donc, pour nous, ce qui serait avantageux au niveau des... Ce serait bien que vous pensiez à nous lorsque vous faites des recherches comme ça. On pourrait vous donner nos commentaires, qu'est-ce qui serait bon, avec qui vous pourriez travailler. Vous pourriez travailler en collaboration avec des personnes sourdes. Ben, en fait, pour le développement, comme là, c'était une étude exploratoire, mais pour le développement de la prochaine app, parce que j'ai oublié de le mentionner, mais dans Able Road, il y avait des éléments liés à une limitation auditive. Par exemple, est-ce qu'il y a un système visuel pour tout ce qui est la communication auditive dans le centre commercial? Il y a certains endroits qui ont ça. Mais c'est ça, nous, on aimerait pour le développement avoir quelqu'un, des usagers. En fait, c'est ça, c'est un des lacunes ou limites de notre étude. Normalement, dans définir les besoins, choisir les apps, on aurait dû avoir des usagers avec nous. Ce que l'on n'a pas fait dans le cadre de l'étude, mais qu'on voudra faire pour la prochaine étape. Donc, c'est certain qu'on va essayer d'intégrer tous les types de limitations. Puis on se rend compte qu'il y a certaines limitations que ce ne sera pas possible d'y rejoindre. On pensait avoir des personnes avec de l'aphasie, puis c'est trop compliqué. Même le concept d'app, il faudrait on ne peut pas faire une app pas universelle, mais qui serait bonne pour tous et aussi pour les personnes aphasiques. Il faudra peut-être envisager une spécialisée pour cette population-là.